Le bloc-notes de Raphaël Amselem. Bonjour Raphaël. Bonjour. Et merci de nous rejoindre comme chaque lundi dans le Grand Journal. Vous êtes journaliste indépendant. On démarre, Raphaël, avec l'interview du député socialiste Jérôme Guedj aux médias Backseat jeudi soir. Une interview au cours de laquelle il fut notamment question d'Israël, de la bande de Gaza et de la responsabilité de Jean-Luc Mélenchon et de LFI dans la montée de l'antisémitisme en France depuis le 7 octobre. Jérôme Guedj qui s'est présenté comme, je cite, sioniste pro-palestinien et qui a désigné Jean-Luc Mélenchon responsable de l'assignation identitaire à laquelle s'était prêté selon lui le leader insoumis contre lui. Qu'est-ce que vous avez pensé d'abord de cette interview-là et de ce moment particulier qui concernait le Proche-Orient ? Alors, concernant surtout les réactions que cette interview a suscitées sur les réseaux sociaux, qui voient une sorte d'antinomie dans le fait de se déclarer sioniste pro-palestinien, qui à mon sens est une position critiquable mais largement cohérente. Pour rappeler que c'est un vieux slogan de l'UEJF notamment. Absolument. Il y a une vingtaine d'années. Parce que si vous êtes pour l'autodétermination des peuples et que vous l'êtes de façon universelle, vous l'êtes autant pour les Juifs que pour les Palestiniens. Donc là où je vois personnellement une grande cohérence, beaucoup de militants d'extrême gauche qui ont vu une forme de mollesse d'esprit, d'incapacité à reconnaître que le sionisme est par essence un colonialisme et donc que quand on est sioniste, on est forcément pour éradiquer les Palestiniens. Mais la grande incohérence de toutes ces personnes, c'est que cette position qui au fond aboutit à une proposition classique de deux États, c'est aussi la position de la France insoumise. En tout cas, jusqu'à aujourd'hui, sur le papier, jusqu'à aujourd'hui, dans le programme officiel, on va être clément et mettre de côté certaines déclarations de députés, de cadres insoumis. Mais il se trouve que si, par être sioniste, c'est être pour l'existence d'un État qui est la reconnaissance de l'autodétermination du peuple juif. Et pas d'un État binational comme le proposent d'autres voix à l'extrême gauche. Oui, mais en l'occurrence, la France insoumise, dans cette définition d'une autodétermination juive, la France insoumise est sioniste. Donc quand vous avez par exemple une Ercilia Soudet qui s'insurge de la déclaration de M. Guedj, elle ne respecte pas les standards de son propre parti politique. Et c'est là où on voit une radicalisation des voix de gauche où quelque chose d'aussi basique que de dire deux États pour deux peuples devient une forme d'infamie, alors quelle est la proposition partagée par l'ensemble des forces de gauche et de gauche radicale, à l'exclusion de voix extrêmement minoritaires comme le nouveau parti anticapitaliste et consorts. Et ça traduit une diabolisation à la fois de l'État d'Israël et du projet sioniste en tant que tel ? Oui, absolument. Et d'ailleurs, je trouve que le mot de la fin de M. Guedj dans cette intervention est extrêmement significatif. Parce qu'il dit, je cite, « À la fin, je me fais traiter de sioniste génocidaire ». C'est-à-dire que vouloir défendre l'idée d'une autodétermination juive équivaut à soutenir un génocide. Et on en revient, on a eu l'occasion ici d'en parler à de nombreuses reprises, mais de quelle manière la figure du juif est substituée par le fasciste sioniste génocidaire, qui est, la nouvelle forme d'antisémitisme dans le débat public, qui est une nouvelle façon d'insulter les juifs sans dire juif et sans dire je suis antisémite. Qui peut se traduire dans les actes par ailleurs. Et qui se traduit absolument dans les actes, puisque non seulement on a vu les chiffres qui ont explosé, mais on a vu aussi des agressions, des tentatives d'attaque de synagogues qui ont été faites au nom de la défense du sang palestinien. Alors que les Juifs en France n'ont rien à voir avec le conflit. Donc il y a bien dans cet enchevêtrement de rhétorique l'idée qu'au fond, juif égale sioniste, égale fasciste, égale on n'est pas antisémite, on combat un mal qui existe sur le sol européen, à savoir les sionistes. Raphaël, on va quitter les rives du Moyen-Orient pour nous intéresser au flanc de l'Europe, pour parler de diplomatie et de la guerre en Ukraine, une guerre dont l'issue pourrait s'écrire sans les dirigeants ukrainiens, puisque les États-Unis de Donald Trump semblent vouloir n'avoir comme seul interlocuteur que la Russie de Vladimir Poutine. Cet abandon au mois diplomatique de Kiev vous inquiète pour les Ukrainiens, mais aussi pour la sécurité de l'Europe ? Elle m'inquiète à double titre. D'abord pour l'ordre international. C'est-à-dire que M. Trump est en train d'acter qu'à la fois à l'interne de son pays, mais aussi sur la scène internationale, ça n'est plus l'ordre du droit, l'ordre libéral qui prévaut,
c'est le rapport de force et uniquement le rapport de force. Donc M. Trump peut décider tout seul dans son coin d'aller discuter avec M. Poutine sur l'issue de la guerre. Et je crois que cette brutalisation qui voit la substitution du droit par la seule force, la seule raison de la force, est inquiétante. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que là-dedans, il va falloir étudier quelle est l'attitude des Européens. Je repense beaucoup quand on parle de l'Ukraine à cette intervention de Raymond Aron devant la Société française de philosophie en 1939, dans laquelle il rappelait la nécessité de dire que la paix n'est pas une fin en soi. La paix est un cadre construit qui voit des volontés se rapprocher les unes les autres. En ce sens-là, la paix doit tomber si les parties n'arrivent pas à se mettre d'accord sur ces conditions. Parce que le risque sinon, c'est de ne pas assumer ceux qui veulent rompre l'ordre de la liberté et l'ordre de la démocratie par le seul usage de la force. Et là-dessus, il faut rendre à César ce qui est à César. Je crois que le président de la République a été lucide depuis longtemps sur la nécessité pour les Européens de s'organiser pour être derrière l'Ukraine. Parce que non seulement il est question de l'intégrité territoriale d'un pays, mais derrière ça, d'une stratégie globale hégémonique visant à attaquer l'Ukraine, peut-être la Pologne, peut-être les pays baltes. Et là-dessus... C'est une prime au choix diplomatique, militaire et stratégique de Vladimir Poutine depuis 3 ans maintenant. Absolument, et c'est pour ça que je pense que ce qu'on appelle la realpolitik, c'est-à-dire le fait d'assumer le rapport de force et pas juste prêcher la paix dans le vague comme ça, la realpolitik, c'est un impératif moral. Ça sert à rien de prêcher la fleur au fusil, il faut baisser les canons, si derrière les conséquences très concrètes sont dévastatrices. En l'occurrence, si l'idée de dire c'est la paix à n'importe quel prix, y compris celui de l'intégrité territoriale de l'Ukraine, ça n'est pas une paix qui est acceptable. Donc, que les Européens se réveillent à la fois en termes de voies diplomatiques, mais aussi en termes de moyens concrets, c'est-à-dire l'augmentation du budget de l'armée, que ce soit en France ou ailleurs, je pense qu'il était grand temps que l'Europe se réveille de cette parenthèse heureuse que nous avons vécue de paix. Mais la paix, elle doit se faire à un prix, c'est d'être capable de préparer une éventuelle guerre à venir. Merci beaucoup Raphaël Amselem d'avoir été avec nous. Votre bloc-notes est à retrouver sur radioj.fr et en vidéo sur YouTube. À lundi prochain. À lundi prochain.